Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes le jeudi 17 mai. Le plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Vous nous écoutez en région forestière, à Beila, à Macenta, à Zérékoré, à Yomu, mais aussi à Lola. Merci de votre fidélité. Vous nous recevez sur place sur Espace Forêt 99.7 à modulation de fréquence. La même fréquence à Labé dans tout le Fouta. La même fréquence également à Bokeh Centre, mais aussi dans tout le Kakadé. 99 tout court du côté de Kankan Nabaya. Vous nous écoutez dans la région de Kindia à travers Kanyazik, notre média partenaire. Merci de nous rejoindre à la une. Le Sili national vers un nouveau départ. On pose la question ce matin. Oui, c'est du moins ce qu'espèrent les dirigeants actuels du football guinéen avec l'arrivée prochaine de footballeurs originaires de la Guinée qui hésitaient encore à rejoindre la sélection nationale au gré d'une opération diplomatico-sportive rondement menée par le comité exécutif de la FEGUFOOT dirigé par M. Antonio Soare. Pas moins d'une demi-douzaine de binationaux ont pris l'engagement de défendre désormais les couleurs guinéennes. Une perspective qui intervient dans un contexte de lutte tous azimuts contre les antivaleurs qui ont longtemps plombé le football guinéen, mais aussi de relance de la pratique du football par la base. Quel bilan peut-on dresser de l'action de l'actuel comité exécutif de la FEGUFOOT un an après son arrivée? Quelle perspective pour le retour au premier plan du football guinéen? Toutes ces questions posées chez nous ce matin. Pour y répondre, M. Amadou Diaby, premier vice-président de la FEGUFOOT. Il est notre invité exceptionnel ce jeudi. Alors que l'installation des exécutifs et conseils communaux tarde toujours à se matérialiser, plusieurs mois après la tenue des élections locales du 4 février 2018, à Kankan, le choix de celui qui devrait diriger la mairie de la commune urbaine de la deuxième ville de la Guinée fait polémique et divise. Avant même la convocation de la première réunion du conseil communal, le directoire préfectoral et la coordination régionale du parti présidentiel auraient déjà jeté leur dévolu sur un certain Mori Diakité, connu sous le nom de Kolofan. Un choix contesté. Un homme est accusé d'avoir été à la base de ce choix. Il brise le silence chez nous ce matin. Que répond-il aux accusations portées à sa charge? Monsieur Talibi Dabo, membre de la coordination régionale du RPG Cancel à Kankan. Et vous allez l'écouter au téléphone ce matin. Bicéphalisme au sein du SLEG, le ministère du Travail choisit l'option de saisir la justice pour trancher le nœud gordien d'une crise qui prend des proportions inquiétantes, à même de porter un coup dur à l'année scolaire en cours. Pendant ce temps, le groupe du syndicaliste Aboubakar Souma maintient sa menace de déclencher une grève générale dans le pré-universitaire dès le lundi prochain. Ceci en signe de protestation contre la tenue d'un congrès sous le label du SLEG par le groupe des 6 Sabanais. On en parle ce matin, et si tout va bien, avec M. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Il sera au téléphone dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, bonjour. Bakatiti Diallo. Nabila et Moussa Silla. Bonjour Moussa Yeroba, Madame So. Bonjour Aboubakar Diallo. Bonjour Antoine Kikbafori Kourouma. Bonjour. Bien. Pour commencer, l'éclaircie dans le ciel de politique de la Guinée, Moussa Moïse, l'opposition qui a fini par suspendre ses manifestations. Peut-être on en sait un peu plus sur ce que Ramadan. On en sait un peu plus sur ce que j'ai appelé hier deal dans le dos du peuple. J'ai cru comprendre que ceux qui travaillent dans l'ombre pour une désescalade de la crise politique que nous traversons ont trouvé l'option d'offrir quelque chose, une alternative à l'opposition républicaine, à l'opposition guinéenne. Il s'agit donc d'ouvrir le débat. Le débat s'est ouvert, je pense, sur des questions qui sont aussi primordiales, qui sont aussi importantes aux yeux de l'opposition guinéenne et qui font d'ailleurs partie des points de revendication de cette opposition. Il s'agit du fichier électoral, mais également il s'agit de la loi sur la commission électorale nationale indépendante. Ouais. Et ce sont des débats, l'opposition pensait que c'était des débats qui n'allaient jamais s'ouvrir et que des discussions n'allaient pas s'engager. Donc cela a été fait, malgré le retrait de l'opposition, apprend-on du côté du comité du suivi. Des grandes gueules. Malgré le retrait, l'opposition n'a pas
rompu tout dialogue avec ce comité de suivi. Bien. Puisque l'ouverture de ces débats sur ces 2 points cruciaux dont j'évoquais tantôt, ça permet à l'opposition donc d'avoir une certaine démarche. Ça les a rassurés, donc ils ont eu cette démarche flexible. C'est vrai que ça correspond aussi ça coïncide aussi à l'arrivée du mois de Ramadan, mais quoi qu'on dise, c'est une il y a eu aussi l'implication détente. de la communauté internationale. Oui, l'implication de la communauté internationale, mais aussi ceux qui travaillent dans l'ombre, notamment le ministre d'État Thibaut Camara et les autres, ont permis que tout cela soit fait. La communauté internationale a fait, à mon avis, qu'entériner tout cela, parce que c'est d'abord les Guinéens qui trouvent une solution aux problèmes qu'ils traversent. Ensuite, la communauté internationale joue un peu ce rôle d'arbitre pour appuyer tout cela. Donc, je pense que l'opposition n'a pas perdu tout espoir. En même temps, c'est vrai, le calendrier des manifestations reste maintenu, mais ces manifestations sont suspendues. Ça veut dire qu'elle prend tout cela avec des pincettes. Elle attend de voir s'il y aura une bonne foi de la part du gouvernement et de ceux qui sont autour de la table sur ces sujets-là dans l'application de tout ce que sera dit. Quoi qu'on dise, il faudrait pour une bonne fois pour toutes qu'on puisse finir avec ce Alors qu'est-ce qui va se passer sur le débat sur la nouvelle CENI, mais aussi sur l'assainissement du fichier électoral? Quelles assurances ont été données à l'opposition? Pour l'instant, je n'en sais pas grand-chose, mais point de vue assurance, je pense qu'on va pas, il faut lutter pour ne pas reprendre les erreurs. Parce qu'on a suivi quand même Amadou Damaro Kabala qui faisait un peu dans la surenchère, il faut le dire comme ça. Après le retrait de l'opposition du comité de suivi, il est allé à dire que cela signifie donc la fin du débat aussi sur la nouvelle loi sur la CENI, ça n'a pas été le cas. Mais aussi sur l'assainissement du fichier électoral. Heureusement que ça n'a pas été le cas. Il est dans cette bataille politique. Il faut aussi prouver à l'adversaire politique que voilà, le fait que vous retirez du comité de suivi ne met pas fin au travail du comité de suivi. Je pense que c'est une surenchère politique. Et Amadou Damaro, quand vous lui poserez la question maintenant, il comprendra bien que les choses se sont un tout petit peu calmées. Et il a intérêt à ce que les choses se calment parce qu'il appartient quand même à la mouvance présidentielle, la mouvance qui dirige le pays. Et il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des troubles dans ce pays. Donc j'estime qu'il faut qu'on évacue tout cela rapidement. Il y a des échéances électorales à venir. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours champion dans le non-respect du calendrier électoral. Si nous continuons à tergiverser sur... Mais c'est ce qui va arriver. Si nous continuons à propos des élections législatives, elles ne se tiendront pas cette année. Oui, mais c'est dommage si nous continuons. Mais ça risque d'être encore pire. Si nous continuons à faire le pied de grue sur ces questions liées au contentieux au lendemain issu des communales, eh bien, on ne pourra pas prendre les mesures qu'il faut pour éviter que les mêmes erreurs se répètent sur les législatives à venir. Moi, je pense que dans le meilleur des cas, il faut s'attendre aux législatives dans le premier trimestre de 2019. Bien. Allez-y, Madame Hiro. On attend de voir. Moi, ce qui me ronge toujours dans ce pays, c'est le fait que nous ratons toujours les rendez-vous. Vous imaginez des élections qui se sont tenues au mois de février, c'était le 4 février, il faut le rappeler, ça fait combien de mois déjà? Depuis combien de mois on est passé à l'élection? Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à installer les exécutifs communaux justement parce qu'il y a eu des divergences. En fait, je me donne à cette époque-là, à cette période, je pense qu'aujourd'hui, une seule élection importante en Guinée, c'est l'élection présidentielle. Parce qu'au moins, après la présidentielle de 2010, en 2015, on a pu tenir l'élection présidentielle. À date. Mais à date, je pense qu'il faudrait qu'on se rende compte que oui, c'est comme une roue qui tourne. Toutes les élections sont importantes parce que sinon, aujourd'hui, par exemple, au niveau des communes, comment les choses sont en train de se passer? Est-ce que les choses se passent normalement? Il y a des fonds, par exemple, qui sont générés, par exemple, par les collectivités locales. Comment ces fonds sont gérés? Comment fonctionnent les collectivités locales? Comment les choses devraient se passer normalement pour le développement? Au niveau des communes, c'est la transition aussi. C'est un peu comme au niveau du gouvernement. C'est l'immobilisme à tous les niveaux. C'est l'immobilisme, c'est justement ce qu'il faut déplorer. Il y a un ministre qui me confiait hier qu'il n'a pas pu réunir son conseil de cabinet du lundi. Aucun cadre n'est venu. Aucun cadre. Parce que on a l'impression que c'est un vide qu'on crée là. On fait en sorte qu'il y ait un vide, le pays s'arrête. Alors que je pense qu'on devrait faire en sorte de respecter toutes ces élections-là. Les élections communales, les élections législatives. Vous avez vu avec quel retard avec quelle difficulté on a pu obtenir les législatives en 2013. Avec combien avec des manifestations à répétition, avec des pertes en vies humaines, des dégâts matériels. Est-ce qu'il faut qu'on fasse comme ça à chaque fois, à tout bout de champ en Guinée? Alors que si on se réfère aux autres pays, les pays voisins,
c'est quand même l'Afrique de l'Ouest là, mais ces pays réussissent généralement à organiser des élections générales. Absolument. Et au bout d'un mois, pratiquement tout est terminé. Pourquoi nous, on est toujours à la queue? Pourquoi on ne peut pas faire comme les autres? On ne peut pas avancer. C'est cette question d'égoïsme. Il faut que ce soit mes hommes, il faut qu'on fasse cela, il faut que les élections ne soient pas transparentes, que chacun veuille que ce soit uniquement lui. Ce pays nous appartient à nous tous. Pour qu'il marche, il faut une dose de patriotisme. Il faudrait que les gens arrêtent un peu de tirer toujours le drap de leur côté, ne penser qu'à eux, à leur personne, à leur entourage, penser à ce peuple qui n'a que trop souffert pour qu'on puisse vraiment il faut simplement appliquer les accords. Je pense j'espère que le Ramadan va appliquer la loi plutôt que les accords. Il y a des lois qu'il faut appliquer. C'est ces lois, le fait de violer ces lois qui nous amènent à ces accords, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Justement, la primauté doit rester à la loi, mais on m'apprend que cette fois-ci, malgré toutes les discussions au sein du comité de suivi, la loi ne sera pas encore une fois transgressée. J'attends de voir tout cela. La loi ne sera pas violée. Ne sera pas violée. J'attends de voir tout cela parce que ce qu'il faut éviter, c'est cela. On attend la solution magique. Hein. Oui, on attend la solution magique. Peut-être on évoque cette question liée au jeu des alliances parce que c'est aussi une option, il ne faut pas l'oublier. Vous savez, en politique, la photo le rapprochement de Mokhtar Diallo vers le président Alpha Condé, on l'a dit hier, la politique c'est pas un jeu où Moussa, toutes les lignes sont tracées. Moi je suis plutôt en faveur des élections partielles dans ces situations non, mais il y a un petit problème. Où il y a de la contestation. Il y a un petit problème. Il a été dit que par le jeu des alliances, il y a possibilité que les adversaires politiques puissent s'entendre, parce qu'il faut comprendre, chaque parti politique sait dans quelle région, dans quelle circonscription il a de la poigne. Oui. Ensuite, au-delà de ces jeux politiques, il y a le fait aussi qu'il pourrait miser sur la reprise, mais par bureau de vote. Parce que s'il faut reprendre, par exemple dans la zone de Ratoma, s'il faut reprendre les élections dans toute la commune de Ratoma, ça revient à dire qu'il y a beaucoup de moyens mobilisés. Parce que vous parlez de bureau de vote. Oui. Ce qui est en cause, c'est une 250aine de bureaux de vote sur près de 15 000, sur plus de 15 000 bureaux de vote. Au-delà de cette population, il y a possibilité. Il faut reprendre dans les 250 bureaux de vote. On peut régler, et puis le débat est clos. On peut régler ce problème très très vite. Bien sûr, tout en veillant à ne pas violer la loi. C'est au niveau de ces bureaux de vote, là où il y a litige, là où les bureaux de vote qui sont incriminés, on ça peut porte sur près de 200 ou un peu plus de 250 ces élections. Je pense qu'on peut revoir ce niveau-là. Voilà. S'il y a une volonté de trouver une solution, il y a possibilité d'y arriver. Allez-y, Antoine. Ce matin, lorsque je venais, j'ai constaté que la station-service de la T5 avait été pillée récemment lors des manifestations politiques est toujours en l'état. Il n'y a eu aucune solution pour la réhabilitation de la station et bien d'autres, bien de certains citoyens qui ont été vandalisés pour lesquels il n'y a eu aucune solution. Apparemment, ça ne sert pas de leçon à nos acteurs politiques. Tout le temps on brandit le carton de la manifestation sans pour autant baisser aux acteurs à nous citoyens. Il faut qu'on se réveille un peu. Ce ne sont pas les citoyens. On ne peut pas continuer à jouer les moutons des panurges. Ce ne sont pas les citoyens. Mais à la fin du compte, c'est nous qui perdons. S'il arrivait que tu étais en panne d'essence et que tu avais besoin de te garer à cette station pour avoir du carburant, tu ne pouvais pas. Aujourd'hui, qui est la victime? C'est toi. C'est ce qui choque. Et la victime, ce sont les jeunes opérateurs économiques qui ont emprunté de l'argent à la banque pour lancer cette station. Aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, Antoine. Mais ce qui est choquant, c'est que dans les différentes négociations politiques, on ne fait pas cas de ces situations-là. Alors que pour moi, c'est des choses pour lesquelles on doit débattre. Alors, Cellou Dalein Diallo, à l'issue de la rencontre avec... L'indemnisation des victimes, des pillages. Cellou Dalein Diallo, à l'issue de c'est le cadet de leurs soucis. Lorsqu'il a rencontré Alpha Condé récemment, après cette rencontre, on a vu Cellou Dalein Diallo suspendre les manifestations qu'il prévoyait. Alors, à l'issue d'une autre rencontre avec les diplomates, encore une fois, les manifestations sont suspendues par Cellou Dalein Diallo et ses hommes. Finalement, on se demande, est-ce que Cellou Dalein Diallo, avec Makanera et autres, est-ce que ce n'est pas pratiquement l'UFDG qui pilote tout cela ? Quelle est l'influence des autres autour de ce parti politique ? Comme d'habitude. On me dira tout de suite que c'est l'opposition, mais ce n'est pas toute l'opposition. Les grandes On parle, vous dites ?
C'est le train à grande vitesse, l'UFDG. Mais si, mais dans ce cas, qu'on ne me parle plus d'opposition républicaine, qu'on me parle de l'UFDG. Non, on vous a parlé d'un chef de file. Parce que le constat qui est fait, c'est que c'est quand Cellou Dalein Diallo rencontre une autorité dans ce pays que tout est réglé. Au gré de ce qui arrange l'UFDG. Au gré de ce qui arrange il faut le laisser aller au bout de ça. À mon avis, il serait important qu'on fasse la part des choses entre l'opposition et l'UFDG dirigé par Cellou Dalein Diallo. Oui. Parce que lorsque Cellou rencontre Alpha Condé, par rapport à ce qui arrange ce parti politique, qui, il faut le rappeler, a beaucoup de militants, tout de suite, une solution est trouvée. Alors, quel est ce qui arrange les autres partis politiques qui accompagnent Cellou Dalein Diallo? Makanera notamment, qu'est-ce qu'il arrange finalement? Ce sont des partis Qu'est-ce qui arrange finalement Papa Koli, c'est des partis Papa Koli qui aujourd'hui est allé se réfugier en Nzélé-Corée. Non. Parce que, on va le dire comme ça, parce qu'on ne le voit pratiquement plus. Se ressourcer peut-être, mais le parti GRUP, certes, est vivant avec son vice-président à Conakry, Ahmed Kourouma. Quel vice-président? C'est le vice-président. Tu le vois où? Tu l'entends où? Mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? il est avec les leaders politiques. Non, mais il prend part aux négociations. Vous dites qu'il est avec. Donc c'est un complément d'effectif. Il représente le parti groupe à ces rencontres-là. Donc j'estime qu'il est important de faire cette part des choses. Ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, le chef de file de l'opposition, si on doit l'appeler encore ainsi, c'est important de définir c'est quoi son rôle principalement. Parce que pour moi, cette fonction aujourd'hui... Qu'est-ce qui te dérange tant? Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui te dérange? Ça ne fonctionne pas du tout dans ce pays. Les On nous grands apprend que Cellou n'est pas encore entré en possession de son budget pour son fonctionnement, et pourtant on nous apprend qu'il reçoit tout de même trimestriellement ou annuellement des montants. J'ai envie de le comprendre. Et donc, c'est important qu'on clarifie tout cela. Bien. Je vais finir rapidement. Bien. Allez-y. Ce que je veux signaler, c'est que Cellou Dalein Diallo a quand même, c'est quand même au résultat, hein, c'est à l'issue de tout ce qu'il pèse sur l'échiquier politique, c'est à l'issue de tout cela qu'il a été fait chef de file de l'opposition. Sa représentativité au sein du Parlement en dit long sur tout cela. Donc ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour assumer cette Là où je peux fonction-là? être d'accord avec toi, en tout cas, il y a un leader. Il est le leader de l'opposition. Maintenant, là où je peux être d'accord avec toi, pour des accords, pour des négociations qui engagent toute l'opposition, puisque l'opposition guinéenne n'est pas que républicaine. Les autres aussi ne sont pas des oppositions anti-républicaines, mais ce sont des partis d'opposition. Mais il faut avoir des revendications. Non. Mais attendez, même s'ils ont des revendications, il y a quand même le chef de file qui engage toute cette opposition. Donc c'est pourquoi il doit faire l'effort d'écouter les autres partis politiques qui sont de l'opposition, de les entendre sur les avis qu'ils ont, sur les différents points de revendication, avant d'engager toute l'opposition. Mais au comité de suivi, je vous rappelle que l'UFDG ne représente pas toute l'opposition. Quoi qu'on dise, l'UFDG parle pour sa chapelle politique. Oui, non, bien sûr, Moussa. On parle des porte ses revendications à elle. Écoutez, oui. Je pense que la démarche aurait dû être beaucoup plus globale. Elle doit être un peu plus holistique que cela. Parce que l'UFR, même s'il y a des partis qui tranchent un peu, qui sortent un peu de ce qu'est la conception de l'opposition version républicaine, il y a quand même des partis qui se revendiquent de l'opposition. Je pense à l'UFR notamment, même si certains trouvent à dire que non, c'est pas assez clair, mais le parti revendique son appartenance à l'opposition. Donc ces différents partis doivent être écoutés et entendus lorsque Cellou Dalein Diallo est appelé, par exemple, à engager toute l'opposition guinéenne. C'est très important. Bien, allez-y, Jacques, bonjour. Bonjour, Bakar. Bien. Il faut déjà dire que pour ces revendications, il y a plusieurs approches de solutions. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que quel que soit l'accord qu'on va trouver, qu'on ne va pas transgresser nos lois. Voilà, et là nous sommes dit la dernière fois, moi je partage cet avis, en tout cas une décision, une solution qui ne passe pas par la reprise partielle des élections ou qui ne remet pas en lumière les résultats qui ont été donnés par la CENI, il y a des risques de transgresser nos lois. Parce que je vous ai bien écouté, Moïse, lorsque vous dites on pourrait peut-être dans le jeu d'alliance amener les adversaires à s'entendre. Ça, le fait de s'entendre, là, c'est comme si nous avions une délégation spéciale. C'est une compétition. Je pense que les intentions que les uns et les autres ont affirmées dès le départ, en dénonçant par exemple le RPG qui ne gérerait pas mal, on ne devrait pas les obliger, ces conseillers-là, à s'entendre au motif qu'il y a un conflit. Oui, non, mais voilà, vous demandez à Domani Doré, demandez à Domani Doré pour les délégués, les commissaires qu'elle a eu
pour les représentants qu'elle a eu. Ses représentants. Elle est seule. Non, écoutez, moi, pour ce Amatoto. conseiller plutôt. Elle n'a pas qu'un seul siège au niveau national. Alors, elle a quelques sièges à Lula et ailleurs. Ce n'est pas une obligation, Jacques. Oui. Mais ça compte, hein. C'est pas une obligation. Jacques. Qu'il y ait ces négociations ou pas, les partis politiques, certains ont déjà commencé à négocier. Non, mais voilà. Que ce n'est pas une obligation. Que cela se fasse de manière libre. Mais lorsqu'on dit, nous sommes autour de la table, la solution qu'on vous propose, c'est qu'entendez-vous pour il y a la solution des alliances. Mais quoi qu'il arrive, Jacques, les alliances, que cela soit décidé. Il faut des alliances pour mettre en place les conseils communaux. Que cela soit décidé. Non, forcément. Et même des alliances contre nature. Oui. Je pense que j'apprenais une alliance RPG-UFDG à Guéké. RPG, UFDG, j'entends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. Bien. De toute façon, c'est possible. Ça va se faire et c'est possible. Tu m'en donnes raison. On a entendu beaucoup de choses. Bien. Même sur Guékédu, par exemple, ce qui pourrait se passer. Parce qu'il faut quand même se rabattre sur quelqu'un pour battre l'autre. Des grandes gueules. C'est cela. Guékédu, c'est très compliqué là. Oui, très compliqué. Parce qu'il faut que Faya joue les arbitres. Et pour le moment, Faya, voilà, il est porté disparu. Je ne crois pas qu'il ait l'intention de jouer des arbitres. Il veut aussi qu'il soit accompagné. Et c'est ce qui est un peu difficile parce que les deux autres pourquoi pas ont le plus grand nombre de conseillers. C'est en tout cas très difficile. Mais moi, j'estime qu'il faut peut-être privilégier la voie qui va nous permettre vraiment d'avoir une solution peut-être, mais qui ne va pas violer la loi. Ouais, mais si nous obtenons cela, c'est très bien. Bien, on progresse dans cette émission. Antoine, on en vient à cette autre actualité. Une étudiante détenue à la maison centrale accuse le PDG de SMIG Sécurité d'abus sexuels. Nous le disions le vendredi dernier. La jeune Diarei Baldé du côté de la maison centrale de Conakry est enceinte de plus de 7 mois et elle y est entrée depuis novembre 2017. Alors, on lui reproche d'avoir fait du braquage à main armée au domicile familial. Alors, il faut rappeler que ce domicile est celui de Mamadou Ouri Baldé, qui est le PDG de SMUC Sécurité, du côté de Kipé. Et la jeune fille est la nièce à sa femme, qui est la fille à sa mère qui est au Mali, qui est malienne. Alors, elle a été recueillie dans cette famille à l'âge de 5 ans. Et à partir de 12 ans, selon le témoignage de celle-ci, elle a commencé à subir des abus de la part de son tuteur. Alors, cela a continué des années, jusqu'à récemment, elle a dit ne plus pouvoir supporter ce genre de situation. Ça l'a amené à mener une action qui plus tard l'a conduit en prison. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de d'août 2017, oui. Elle a, avec ses amis d'université de la place, parce qu'elle est étudiante en banque et assurance, avec quelques-uns de ses amis, elle a tenté de faire peur à son tuteur, selon ce qu'elle nous a appris. Elle est venue avec ceci à la maison pour s'aimer un peu le désordre. Parce que... Était-elle armée? Jamais, elle nous dit qu'elle n'était pas armée. Elle est venue au domicile familial pour s'aimer un peu le désordre avec ses amis et demander où se trouvait le père de la maison et tout cela. Celui-ci n'était pas là. Alors, après leur action qui a duré plus de 30 minutes, ils ont quitté les lieux. Par après, elle était portée disparue, elle était chez l'une de ses camarades. Alors, la mère de celle-ci lui a demandé d'appeler son tuteur afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Elle a appelé, elle lui a fait savoir qu'elle ne pouvait plus supporter. C'est lui qui l'a poussée à agir ainsi. Alors, la jeune fille l'appelle. Alors, ce dernier dit qu'il veut la rencontrer à Lambani. Alors, elle vient, ils se rencontrent à Lambani. Elle indique derrière une auto-école de ce côté. Ils se retrouvent dans un restaurant, bar, motel, s'il faut le préciser ainsi. Il y a une restauration qui a lieu. Ils prennent du jus et ensuite de la nourriture. Et puis, la jeune fille dit qu'après l'entretien, qu'elle s'est retrouvée dans une chambre d'hôtel. Elle ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Apparemment, selon ce qu'elle a voulu nous faire comprendre, dans le jus qu'elle a bu, on ne sait pas si quelque chose lui y a été mis. Alors, elle détenait une vidéo d'elle et du monsieur lors de leurs actions. Alors, le monsieur a demandé à voir la vidéo. Une vidéo qui parle de quoi? Qui parle de l'une des actions
du PDG de. Tu utilises trop le mot action, mais. Quand je dis action, Il y a trop d'action. Une vidéo de On a Lord l'impression Zeba. d'écouter un film de Tu es karaté. trop dans l'abstrait, pas Antoine. forcément de débat sexuel. J'en viendrai à la vidéo, mais je veux Bien. juste expliquer. D'attouchement comment sexuel. Je vais en venir. Bien, Je vais en venir au cas de l'attouchement Ouais, scientifique. ouais. Alors, Essaie de donner à l'issue de cette la rencontre, scientifique à moyenne. l'issue de cette rencontre qui avait lieu à Lambagny, et la jeune fille dit que la vidéo qui était dans son téléphone a été supprimée. Elle a eu l'intelligence de la déverser dans son autre compte Messenger qu'elle a pu sauvegarder. Et cette vidéo, elle existe. Dans la vidéo, on aperçoit la jeune dame dans une chambre et elle y est rejointe après par un monsieur. Le monsieur, il va falloir identifier si c'est bien le PDG de SMUC Sécurité. Mais dans tous les cas, la vidéo montre clairement ce rapprochement qu'il y a eu entre les deux hommes. Le monsieur tire la jeune fille vers lui. Et ensuite, imaginez la suite. Alors, la vidéo le montre clairement. Alors, dans cette vidéo, on voit que la fille posait son téléphone sur un objet afin de prendre la vidéo discrètement. Alors, on va dire que la vidéo va forcément jouer un rôle au niveau de la justice, mais il faut rappeler que l'affaire est portée devant la justice et la jeune fille est en prison et elle ignore pourquoi. Elle a voulu déballer la chose, selon elle. C'est ainsi qu'on l'a accusée d'avoir commis du braquage à main armée à domicile et ensuite d'avoir volé de l'argent au domicile familial. On a tenté de joindre des personnes qui ont pu assister à la scène. On nous a donné des numéros de téléphone, on a appelé. Et l'une des femmes qui, selon la jeune fille, a pu assister à l'une des scènes à la maison, se trouve à l'abbé. Lorsqu'on l'a appelée, elle a confirmé toutes les demandes qu'on a faites. Par rapport notamment à l'une des scènes à laquelle elle a assisté à la maison, elle a confirmé effectivement qu'il y a eu des attouchements sexuels et ensuite qu'elle a surpris l'accusé dans ses actions. Alors, on va attendre de voir ce que va dire la justice par rapport à cette histoire, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la jeune fille a une grossesse qui pousse vers la fin. Elle a presque 8 mois de grossesse et jusque-là, elle n'est pas jugée. On attend de voir à quand le procès. C'est une affaire assez, à mon avis, scandaleuse. Et donc, c'est important que les mises en cause. C'est important que la justice puisse se pencher finalement sur ce cas. Allez-y, Madame Hiro, ça vous inspire quoi? J'en avais parlé ici la dernière fois. Je pense qu'il y a plusieurs organisations qui suivent de près ce dossier, notamment l'OGDH et la FIDH et une autre organisation des droits de l'homme qui suivent ce dossier. À un moment donné, moi-même, je me suis rendue dans l'université de la fille pour savoir si réellement elle était là. J'ai cherché à avoir certaines informations. Alors, selon les informations qu'on a pu recueillir là-bas, c'est que vous vous rendez compte qu'en première année, la fille, on nous a dit que c'est une très bonne étudiante, elle a un très bon niveau, mais à partir de la deuxième année, au moment où elle a commencé à avoir les problèmes au niveau de la famille, vous constatez vous-même à travers les notes que les notes ont baissé. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà des problèmes. Ce qui a fait que cette année, pratiquement, elle n'a pas pu étudier parce qu'elle est détenue à la maison centrale. Et, les organisations sont en train de se battre aujourd'hui pour que la fille puisse obtenir une mise en liberté provisoire parce qu'elle est en état de famille. Là. Sa grossesse va arriver à terme. Est-ce qu'il faut la laisser accoucher à la maison centrale? Comment va se passer son accouchement? Est-ce que, comment on appelle, l'unité de santé qui se trouve, l'infirmerie qui se trouve à la maison centrale dispose des moyens nécessaires pour permettre à une femme d'accoucher là-dedans, parce que nous avons appris qu'il y a des femmes quand même qui sont arrivées enceintes à la maison centrale et qui ont accouché là-bas. C'est toutes ces questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui, mais le problème est que ça traîne. L'obtention de cette mise en liberté provisoire traîne. La crainte est qu'elle ne reste là-bas jusqu'à accoucher effectivement à la maison centrale. Bien. Alors, Antoine, je reviens à vous sur cette actualité. Toumani Sangaré, le DG des douanes guinéennes, poursuit 2 journalistes au tribunal de Kaloum. La précision qu'il faut apporter autour de ce dossier, c'est que la grossesse de la fille serait l'œuvre de l'accusé. Donc c'est important de le préciser. Alors, parlons de cette histoire de plainte du général Toumani Sangaré de la douane à l'endroit de 2 journalistes du journal Le Tremplin. Il s'agit de sieur Toumani Kamaraï de Bakari Guilavogui, red-chef et du directeur de publication de ce journal. Il leur est reproché d'avoir publié un article qui diffame le directeur général de la douane. Alors, de quoi il s'agit exactement? C'est un article qui est paru dans le journal Le Tremplin le 28 février. Et dans ce journal, il est
indiqué que le lieutenant-colonel Fadassin Keïta, qui est administrateur général du parc à conteneurs, est accusé d'abus d'autorité au sein du port autonome de Conakry, d'être insolent et ensuite irrespectueux vis-à-vis des clients et autres de ses collègues douaniers. Les grandes gueules. Cet article, parce que les journalistes précisent que si le lieutenant-colonel Fadassin agit de la sorte, c'est parce qu'il est qui bénéficie du soutien. L'ami de promotion de Toumani Sangaré qui le protège dans ses actions. Alors Toumani n'aurait pas apprécié cette façon de le citer dans cette affaire, et donc il estime que c'est de la diffamation à son endroit. Il a donc porté plainte contre ces deux journalistes afin de s'expliquer. L'affaire se trouve pendant devant la justice, le procès a même commencé, et le 30 mai prochain on pourra assister au verdict. Alors aujourd'hui, dans cette affaire, nos amis sont poursuivis et ils pourraient écopés d'une amende de 5 millions chacun s'ils sont reconnus coupables de ces faits. Et c'est ce que réclame le procureur. Le procureur, oui, dans son plaidoirie hier. Alors, on attend de voir ce que cela va donner, mais il faut tout de même rappeler que nous, journalistes, on n'est pas hors la loi. Si on porte des accusations contre des personnes, c'est important qu'on apporte des preuves. Et donc, dans cette affaire, il semble que ce qui est à déplorer, c'est que l'avocat de nos confrères dit que nos confrères ont cherché à entrer en contact avec Toumani Sangaré et colonel Fadassin. C'est qui est faux, Moussa. C'est que même s'ils avaient tenté de le faire, il n'y a faire, aucun recoupement. Non, même s'ils avaient tenté de le faire, ils auraient pu mettre tout cela en condition, mais affirmer, je pense que c'est un peu, c'est là où le bas blesse. Maintenant, c'est aussi démocratique de répondre aux convocations lorsqu'on porte plainte contre vous à la justice. Il faut y aller. Moi, j'y suis allé, je pense, plus de 5 fois. Voilà, mais je suis passé aussi. Voilà, merci. Donc, je pense qu'il faut y aller. Maintenant, plusieurs fois d'ailleurs. Ce qu'il faut éviter, quand on n'arrive pas à recouper, eh ben, il faut aller de façon prudente. Et puis, j'ai pas compris trop le fait qu'on quitte de l'aspect du colonel, je sais pas comment il s'appelle, Fadassin, et directement au général Toumani Touré, qui serait de façon Sangaré plutôt, qui deviendrait le coupable parfait parce que tout simplement il est promotionné au colonel Fadassin. Je pense que c'est un peu trop léger tout cela, mais il appartiendra à la justice de démêler le vrai du faux. Allez-y, Madame Miro. Je n'ai pas l'article que je n'ai pas lu, que je n'ai pas vu, mais je sais que professionnellement, quand vous avez une information, vous partez vers tous les contacts, toutes les personnes, toutes les mises en cause pour essayer de recouper. Et si par exemple vous n'avez pas eu la chance, parce que le plus souvent vous pouvez appeler une personne, vous pouvez essayer de l'appeler au téléphone ou l'appeler, ne pas pouvoir joindre la personne, passer par tous les moyens. Le mieux serait de mettre l'information au conditionnel en attendant de recouper. Mais si vous affirmez d'emblée, ce que je voudrais dire, il faudrait qu'on s'habitue dans ce pays. C'est vrai que quelquefois les droits des journalistes sont violés. Mais si par exemple on vous convoque par rapport à un article, mais soyez assez fort pour aller, soyons républicains, allons répondre. Nous sommes dans une république, des gens peuvent ne pas être d'accord avec nos idées, avec ce que nous disons. S'ils décident de porter plainte contre nous, allons répondre. Parce que nous sommes les premiers à dire que oui, tel ne répond pas, tel ne se soumet pas, tel se croit au-dessus de la loi, alors que nul n'est au-dessus de la loi. Quand quelqu'un estime que vous l'avez diffamé, allez apporter les preuves du contraire. Bien. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, comme Moussa Hiro le disait tout à l'heure, je n'ai pas lu l'article, donc je ne comprends pas trop, et je ne comprends pas aussi les démarches qui ont été menées jusqu'à ce que l'affaire soit maintenant au niveau de la justice. Mais nous sommes quand même nous ne sommes pas dans un régime répressif. Il me paraît, en tout cas dans les conditions normales, on devrait pouvoir d'abord, dans un premier temps, porter le problème devant la haute autorité de la communication, que demande soit faite aux concernés s'il y avait lieu d'apporter un démenti public dans l'article. Il y a possibilité avec, bien évidemment, le droit de réponse. Le droit de réponse, le citoyen a droit à cela. Maintenant, je ne sais pas s'il y a eu cette démarche. Selon mes informations, il leur a été demandé donc d'écrire un article qui viendrait démentir le premier. Voilà, une demande qui n'a pas été du tout satisfaite. Bon, le droit de réponse, de toutes les façons, peut-être que ce n'était pas... Même les journalistes peuvent ne pas écrire. Mais le colonel, le général Sangaré pouvait écrire, répondre. Un démenti catégorique qu'on pourrait mettre, n'est-ce pas, dans le journal. C'est bien possible. Si ça n'a pas été fait, là, je peux dire que c'est bien normal qu'il soit devant la justice. Mais si
En tout cas, ça devrait passer comme ça. Bien. Dernière minute, Antoine, on apprend un feu qui ravage une partie du marché d'antan en ce moment. Oui, on l'a appris en studio et donc on attend de comprendre ce qui se passe de ce côté. C'est encore une fois l'éternelle question des incendies des marchés dans notre pays. On va nous dire tout de suite que c'est dû à un court-circuit qui est à l'origine de cet incendie, de ce tout incendie dans nos marchés, alors que celui de Madina, jusque-là, est dans les esprits. Et on ne sait pas si les victimes ont été indemnisées comme ça a été promis. Mais on attend de voir les dégâts de ce côté, le bilan de l'incendie de Anta. Mais on nous apprend que l'incendie est énorme et que beaucoup de boutiques auraient été touchées par ce feu gigantesque. Bien, images et commentaires à suivre ce soir dans nos éditions d'information. La suite. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.